Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition de début de semaine. Nous irons à Agadir pour la suite du voyage du souverain au Maroc. Nous parlerons de la sauvegarde de l'ibis chauve, soutenue par sa fondation. La toute jeune association AMA organise le 13 mars prochain à l'Auditorium Régnier 3 une conférence débat sur le thème « Peut-on vieillir sans le cancer ?» Que deviennent les fruits des bigaradiers, ces oranges amères du boulevard de Belgique et de la rue Grimaldi? Réponse dans ce journal. Et à l'issue de cette édition, vous retrouverez votre magazine Actu Sport. Après Rabat, le prince Albert II s'est rendu à Agadir jeudi dernier. Accompagné d'une délégation monégasque, le souverain a pu visiter le parc national Souss Massa, où les ibis chauves ont élu domicile. Ces drôles d'oiseaux étaient il y a quelques années en voie de disparition. La fondation Prince Albert II a participé à sa sauvegarde depuis 4 ans maintenant. Sur place, Christine Datomel et Sylvain Péroumal. Le prince souverain a atterri à l'aéroport d'Agadir en fin de journée jeudi dernier, où il a été accueilli avec les honneurs et par le wali de la région Souss Massadra, gouverneur de la préfecture d'Agadir, Ida Watanan. Dans la matinée de vendredi, accompagné d'une délégation monégasque, le prince Albert s'est rendu au parc national de Souss Massa, situé à 70 km au sud d'Agadir. L'objectif, visiter le site de nidification des ibis chauves, un projet soutenu depuis 4 ans par la Fondation Prince Albert II en partenariat avec BirdLife International. On est très heureux de ce projet puisqu'il y a des signes encourageants. Il faut savoir que la population d'ibis chauves elle est classée en danger critique d'extinction. Et quand on a commencé le projet, c'était loin d'être gagné. Et depuis 2 années maintenant, il y a de nombreuses naissances de poussins et on voit la population qui reprend de la force. Et donc c'est très encourageant et on est très satisfait de ce projet. Depuis 1996, la population d'ibis chauves a augmenté de 45% et en 2013, 148 poussins se sont envolés. Le souverain a ainsi pu constater le succès de la réintroduction de cette espèce en voie de disparition. D'abord, le lieu est magique et le lieu est merveilleux. Même si on a eu un petit peu de brouillard ce matin, je pense qu'on pouvait bien se rendre compte de l'habitat de ces animaux, de l'ibis chauve et de ses particularités. Et le fait qu'il se soit bien adapté à des circonstances un peu inhabituelles et qu'il se soit vraiment redéveloppé et qu'il est maintenant en nombre croissant. Je crois que c'est un succès et il ne faut pas s'arrêter là. Il faut encore, ce projet n'est pas encore terminé, mais je suis très, très, très heureux avec nos partenaires de BirdLife International et puis de BirdLife ici au Maroc qu'on ait pu contribuer avec notre petite participation à sauver cette espèce et à la faire prospérer dans ces lieux extraordinaires. Un oiseau autrefois très répandu et qui vit en colonie sur des parois rocheuses et des falaises côtières. L'oiseau, c'est un oiseau qui est vraiment indépendant et qui vit à 100% à l'état sauvage. Seulement, dans le cadre de nos recherches, on a vu que cette espèce, plus la proximité de l'eau est imposante, plus la productivité est importante. Ce qui fait, on a essayé d'aménager un tout petit point d'eau au niveau de chaque site de nidification pour améliorer un peu la productivité et contribuer à accélérer le rythme de recouvrir cette espèce menacée d'extinction. Alors, la particularité de cette espèce, c'est qu'elle a un rôle symbolique très fort. Il faut savoir que les Égyptiens la représentaient sur les hiéroglyphes. L'ibis chauve représentait la splendeur en fait. Donc, et surtout, elle était très répandue dans tout le bassin méditerranéen, dans tous les pays, même dans les Alpes. L'ibis chauve était présent. Et maintenant, aujourd'hui, il reste la seule colonie sur la planète, et justement dans ce parc de Souss Massa, au Maroc. Et donc, c'est vraiment la dernière chance de sauver cette espèce emblématique.
Afin de garantir la pérennité de la colonie marocaine, une équipe de 5 personnes est en charge du suivi et de la surveillance. Il y a une série de suivis qui se font sur place. Il y a une équipe du gardiennage qui s'occupe du gardiennage au niveau des principaux sites de nidification et des sites de gagnage. Il y a un travail qui se fait également avec les forestiers sur place en matière de suivi et de contrôle de la fréquentation du milieu. Donc toutes ces activités rassemblées permettent de contribuer au maintien de cette population mondiale de l'extinction. Un projet qui est l'exemple même d'une réussite concernant la protection de la biodiversité et qui a des incidences positives sur les populations locales et le développement économique d'une région jusqu'à présent très isolée, le parc constituant une grande opportunité pour le développement de l'écotourisme dans la région. Une visite qui a également permis de mettre en valeur les liens d'amitié anciens qui existent entre la principauté et le royaume du Maroc. Pour nous, c'est très important que Monseigneur soit venu ici au Maroc en visite officielle. J'ai beaucoup d'amis à Monaco qui aiment le Maroc et la première des personnes en principauté qui aime le Maroc, c'est le souverain. Donc nous avons beaucoup de chance de l'avoir comme ami du Maroc et on ne le remerciera jamais assez pour tout ce qu'il a fait pour le Maroc. Et j'espère qu'il va continuer à nous aider pour le développement de notre pays, le Maroc. Le prince Albert a également visité la réserve naturelle du parc national de Souss Massa, où autruches, antilopes, oryx ont élu domicile et où la faune et la flore se mêlent avec allégresse. On compte plus de 300 espèces de plantes et d'animaux sur cette réserve naturelle qui s'étend sur une surface de 33 800 hectares. Dans l'après-midi, le souverain s'est ensuite rendu à Agadir pour visiter un centre médical dédié à l'enfance en difficulté, un centre en partie financé par la direction de la coopération internationale de Monaco, mais nous y reviendrons plus en détail dans notre prochaine édition. Ce déplacement à Agadir, l'occasion pour notre équipe de rencontrer Bertrand Picard à l'origine de ce projet. Il revient sur l'implication du comité scientifique à travers les différents projets de la Fondation. Le comité scientifique et technique reçoit plusieurs dizaines de projets par année et nous nous réunissons pour les examiner, les étudier, les analyser, voir leur sérieux, leur utilité et leur capacité d'être réalisés. Et ensuite, nous faisons des recommandations au conseil d'administration qui décide. Je suis extrêmement intéressé effectivement de voir ce que le projet est devenu 4 ans après, de voir que c'est une réalité, que ça marche, qu'il y a des gens qui sont passionnés sur place ici au Maroc pour faire toutes ces mesures de protection. Mais maintenant, il y a un autre message que je trouve extrêmement important aussi pour tous les autres projets que la Fondation soutient. Et le message, c'est nous finançons, mais nous contrôlons aussi et nous allons observer le sérieux de la réalisation. Donc ce n'est pas que chacun peut faire ce qu'il veut dans son coin, c'est que la Fondation a vraiment une tradition de sérieux, de contrôle, et c'est aussi un message qui est adressé à tous les autres porteurs de projets. Nous reviendrons sur un autre volet de ce voyage, un volet humanitaire, cette fois dans une prochaine édition. Peut-on vieillir sans cancer? Voici le thème d'une conférence débat le 13 mars à l'auditorium Régnier 3, une conférence organisée par la toute nouvelle association AMA, l'occasion pour nous de découvrir cette nouvelle entité qui souhaite promouvoir en principauté la médecine anti-âge. Patricia Navarro. Ils sont gynécologues, ophtalmos, psychiatres, dermatologues, biologistes ou orthopédistes. Tous sont des médecins monégasques ou travaillant en principauté, loin des idées reçues qui laissent entendre que la médecine anti-âge concerne exclusivement des problématiques esthétiques. Ces professionnels de la santé souhaitent faire comprendre que la notion de bien vieillir est beaucoup plus large et qu'il faut développer une médecine préventive et personnalisée, répondant à l'augmentation de l'espérance de vie. L'anti-aging s'intéresse principalement aux facteurs physiologiques du vieillissement. Le vieillissement est-il inéluctable? Le vieillissement est-il inscrit dans les gènes dès notre naissance ou est-il la conséquence d'agressions extérieures? Et nous nous intéressons aussi aux facteurs qui peuvent ralentir ce vieillissement. À notre époque, il y a aussi tous les facteurs qui peuvent aggraver ce vieillissement, dont le plus connu est le stress. Ensuite, vous n'ignorez pas non plus que le tabac, que le soleil et que les pollutions environnementales, qu'elles soient d'origine aérienne ou nutritive, sont des facteurs qui de nos jours sont très inquiétants, en n'oubliant pas non plus la sédentarité.
Et pour porter la bonne parole, les membres de l'association AMA vont organiser très régulièrement des événements de sensibilisation. Ce sera le cas en mars prochain avec une conférence à visée grand public pour répondre à cette question: peut-on vieillir sans cancer ? La raison de ce choix, peut-on vieillir sans cancer, est un peu double en fait. Elle est épidémiologique, puisqu'on sait qu'au jour d'aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, en fait, il y a une augmentation de l'incidence des cancers, en fait tout cancer confondu. On sait que le cancer du sein, le cancer de la prostate ont doublé en 20 ans, qu'il y a une augmentation là qui est un petit peu inquiétante des cancers du poumon, notamment chez la femme. La deuxième raison, elle est plus scientifique, biologique en fait. C'est que ces dernières années, il y a eu une découverte importante qui a été couronnée d'un prix Nobel en 2009. C'est en fait une découverte par rapport au vieillissement. Et donc, que le vieillissement serait dû en fait au raccourcissement des petits bouts de chromosomes qui s'appellent les télomères. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et que plus les cellules, que la cellule de l'organisme se divise, et quand elles sont différenciées, elles arrêtent la division, et quand elles sont arrivées à un stade de maturation et de différenciation. Et ce qui gère en fait, c'est la reconstitution de ces télomères pour que la cellule soit toujours en division. C'est une enzyme qui est responsable de ça, c'est la télomérase en fait, qui permet en fait au chromosome de se reconstituer. Et quand l'activité de la télomérase diminue, entre dans les cellules différenciées, il y a l'arrêt de la division cellulaire et donc automatiquement le vieillissement de la cellule. Et il y a deux cellules dans notre organisme qui ne respectent pas ça, c'est les cellules souches, qui sont en perpétuel renouvellement, et également la cellule cancéreuse, où c'est le processus inverse. Dans les cellules cancéreuses, on a en fait une augmentation de l'activité de la télomérase, et automatiquement, la cellule, il y a une immortalisation de la cellule. Alors actuellement, il est évident que les recherches en biologie fondamentale, par exemple sur le vieillissement, vont apporter quand même des réponses au niveau des traitements du cancer. C'est le docteur de l'hôpital Tenon à Paris, Joseph Gligorov, qui viendra donner cette première conférence à l'auditorium Régnier 3 le jeudi 13 mars. À terme, l'association monégasque de médecine anti-âge envisage aussi la mise en place de sessions de formation des médecins aux nouvelles technologies. Sans transition, vous les avez certainement aperçus, boulevard de Belgique ou rue Grimaldi, les jardiniers de la direction de l'aménagement urbain élaguent les bigaradiers de la Principauté. Une taille printanière qui a permis de récolter près de 15 tonnes de ces oranges amères. Alors que deviennent ces fruits? Réponse avec Cyrielle Dagneau. On la consomme rarement fraîche, on en fait plutôt de la confiture. Parfois du vin d'orange, certains même l'utilisent pour préparer le traditionnel canard à l'orange. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la bigarade, plus couramment appelée orange amère. À l'approche du printemps, les bigaradiers de la Principauté regorgent de fruits et ça n'a pas échappé à la direction de l'aménagement urbain. Depuis maintenant un mois, les jardiniers s'attellent à la taille de ces arbres et à la récolte des fruits. On est en train de nettoyer ces végétaux, de les tailler, de les reformer suite à leur développement normal qu'ils ont eu pendant une année, et également leur enlever une partie des oranges qu'ils ont dessus, puisque ces oranges, il est nécessaire de les enlever pour continuer leur développement normalement, parce qu'autrement ces oranges seraient tombées de l'arbre ou alors affaibliraient l'arbre également. Boulevard de Grande-Bretagne et de Belgique ou encore rue Grimaldi et Princesse Caroline, pas moins de 590 bigaradiers jalonnent les grandes artères de la Principauté. La récolte est donc colossale. Les bigarades, il y a encore quelques années, étaient pratiquement récupérées par toute la population et par des œuvres caritatives. Malheureusement aujourd'hui, depuis à peu près 5 à 6 ans, on n'en donne qu'un tiers de ce qu'on peut récolter à des gens qui souhaitent encore faire de la marmelade ou du vin d'orange. Puisqu'on arrive à récolter, ça dépend des années, entre 15 et 17 tonnes. Là, on doit en donner à peu près 4 à 5 tonnes par an, pas plus. On souhaiterait trouver peut-être des associations qui seraient intéressées pour récupérer ces oranges, pour éventuellement les transformer en confiture pour des œuvres caritatives. Mais il faut trouver des personnes qui souhaitent le faire. Pour éviter un tel gaspillage et récupérer gratuitement des cagettes d'orange amère, adressez-vous directement à la direction de l'aménagement urbain. Pour l'heure, les fruits sont stockés dans les dépôts de Fontvieille, mais ils ne pourront pas être conservés très longtemps. Sachez également que depuis 7 ans, les bigaradiers sont traités de façon biologique.
Direction le Monte Carlo Bay pour une rencontre avec son chef Marcel Ravin, tout juste rentré du Japon. Après New York et Beyrouth, le chef du Blue Bay a fait découvrir sa cuisine délicate et originale au restaurant de l'hôtel Nikko, puis dans les cuisines de son ami étoilé Keisuke Matsushima au restaurant I. Il revient sur son voyage à Tokyo au micro d'Alexandra Pani. Les Japonais, ce sont des gens très ouverts. La cuisine, ils l'ont bien acceptée. D'autant plus la cuisine que je fais, bon, je pense que maintenant tout le monde la connaît un peu. C'est une cuisine qui est conçue sur les voyages et tout. Et cette cuisine, elle est pleine de saveurs et toutes ces saveurs-là et tout, ont vachement plu parce qu'ils s'y retrouvaient un petit peu à travers ça et puis ils sont curieux de tout. Aussi, en même temps, c'était une découverte pour eux de certaines choses. Par exemple, nous avons fait un soufflé chaud à l'avocat avec un sorbet à la noix de coco. Alors, le soufflé chaud à l'avocat, c'était pour eux quelque chose d'extraordinaire parce que l'avocat, ils le connaissaient, mais ils ne pensaient pas que ça pouvait se manger un fruit comme ça. Et aussi le manioc, qui est le plat signature, l'œuf, truffe, émulsion maracuja au manioc, qui est un plat signature du Monte Carlo Bay. Il a reçu tout ce qu'on pourrait espérer, en tout cas en tant que cuisinier. Mais après, les gens ils étaient vraiment ravis et ce plat me donne encore une fois, me permet de croire encore une fois en ce que je fais et que ça a un sens parce que bon, aujourd'hui je peux vraiment avoir un plat typiquement en signature puisque nous l'avons fait aux États-Unis, nous l'avons fait au Liban et maintenant on le fait au Japon et il rencontre le même succès à chaque fois. J'ai appris que là-bas, que chaque restaurant était différent. Celui qui fait des sushis ne se consacre qu'au sushi et il existe un restaurant de sushi. Le sushi ne peut pas être mélangé avec les teppanyaki, les teriyaki et tout ça. Et j'ai eu l'occasion de faire chacun de ces restaurants et tous autant qu'ils sont, ils ont quelque chose de particulier et je me suis dit que je ferais ici au Bay un petit plat qui s'appellera certainement Retour du Japon, je ne sais pas encore. Et nous allons y mettre des sushis, pas forcément à la carte, mais un apéritif pour nos clients, pour juste faire un clin d'œil à là-bas. Parce qu'ils ont une culture, en tout cas, du bon et du bien manger. Et en plus, tout ce qu'ils mangent, c'est très fin, c'est très minutieux, c'est très petit. Alors bon, bien sûr, l'inspiration, je pense que j'ai dû trouver pas mal de choses là-bas, mais que je vais mettre en pratique ici avec mon équipe, puisque j'étais parti avec un de mes adjoints. Arigato gozaimasu. Quel temps va-t-il faire toute cette semaine? Voici la météo. À commencer par mardi, le soleil est assez hésitant, caché partiellement par les nuages. Les températures sont clémentes de 11 à 15 degrés. Mercredi, le soleil revient peu à peu, les températures de 10 à 16 degrés. Jeudi, un temps sec, bien ensoleillé avec des températures printanières de 11 à 17 degrés. Et enfin vendredi, du soleil et quelques nuages. Les températures restent supérieures au normal de 12 à 16 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants votre magazine Actu Sport présenté par Émilie Rousseau. À très bientôt, au revoir.